Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast. Ça fait extrêmement plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis avec Mathis. On va parler d'entrepreneuriat à Bali, de business en général. Ça va être vraiment incroyable. Mathis, je te laisse te présenter. Into. Eh ben, salut Camille, merci de m'avoir invité pour ce podcast aujourd'hui. Écoute, ça va très bien. Donc, pour faire une rapide présentation, donc je m'appelle Mathis, j'ai 26 ans, moi j'habite à Bali, ça fait maintenant 2 mois. Je voyage en Asie depuis plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, j'accompagne les créateurs de contenu à monétiser leur audience, tout simplement, et à vivre de leur activité. Et bien sûr, à scaler leur business à plus de 10K, 20K, 30K par mois, tout simplement. Ok, incroyable. Et du coup, pour ma petite présentation perso aussi, parce que du coup, forcément, c'est notre premier podcast tous les deux. Donc, obligé de se présenter mutuellement. Moi, je suis sur LinkedIn. Toi, tu es plus spécialisé Instagram. Moi, personnellement, je suis sur LinkedIn. Donc, j'accompagne principalement des conseillers financiers, conseillers en gestion de patrimoine, à se développer sur la plateforme, à trouver des clients là-bas. Donc voilà, une activité, très sympa. On a des activités un peu similaires, mais pas sur les mêmes réseaux. Du coup, c'est très cool. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de, business et de lifestyle et surtout de comment on vit à Bali, comment on vit à l'étranger, comment ça se passe. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire un petit peu, depuis combien de temps tu es à l'étranger, depuis combien de temps tu es en Asie? Parce que ça fait pas mal de temps que tu es en Asie, moi aussi. Mais, du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Moi, là, ça va faire un petit peu plus de 4 mois que je suis en Asie, donc j'ai fait plusieurs mois en Thaïlande, donc j'ai fait, Bangkok, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. J'ai principalement surtout les îles, j'ai fait Bali. Depuis, là, j'ai prévu bien sûr de partir, au Vietnam et cetera et cetera. L'objectif, c'est vraiment faire le tour de l'Asie pour visiter tout ça, pourquoi pas Laos, et plein d'autres pays. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très attirant. Et toi, du coup, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois, si je dis pas de bêtises? Moi, ça fait un peu plus, ouais, ça fait 7 mois. J'ai fait la Chine, la Malaisie, Singapour et là, je suis à Bali depuis, un peu plus de 2 mois. Du coup, en full work, vraiment en remote total. C'est incroyable, c'est trop bien. Beaucoup de choses à mettre en place quand tu travailles, à distance. Surtout, il y a par exemple le décalage horaire, ce genre de choses. Mais après ça fait partie du jeu. Globalement, toi, tu gères comment le décalage horaire, tu sors ou pas? Alors, honnêtement, là-dessus, je trouve pas qu'il y ait vraiment de souci de décalage horaire, même si tu travailles avec uniquement des francophones, puisque, bah, le matin, vu que tu as 6 heures de décalage à Bali, par exemple, le matin, bah, tu te préoccupes surtout de tout ce que tu peux faire en autonomie et l'après-midi, tu vas le réserver pour tes calls ou tout ce que tu dois faire surtout en team. Donc, là-dessus, je trouve pas qu'il y ait de problème particulier. En tout cas, j'arrive à le gérer quand même pas mal. Et toi? Bah, globalement, au niveau, du décalage horaire, moi, ce qui est intéressant, c'est que le matin, je peux me focus sur les tâches. Donc typiquement, par exemple, comme ce podcast, tu vois, on fait des tâches un peu externes ou en fait, les tâches que tu peux bosser, quand tes clients, ils dorment. C'est ça qui est cool. Du coup, là, actuellement, en France, il doit être, 4 heures du mat, un truc comme ça. Du coup, tu peux bosser sur ce genre de tâches et en fait, quand tes clients, ils se réveillent dans l'après-midi, bah, du coup, là, tu peux bosser avec eux. En fait, ça te permet de split ta journée en 2 et des fois, le matin, tu peux être plus chill, donc aller à la salle, ce genre de truc. C'est vraiment cool et je pense que c'est un des trucs que les gens recherchent en venant à Bali ou en venant en Asie en général, en Thaïlande, peu importe où, mais c'est un truc qui est super, super cool. Ça te permet de kiffer ta journée, focus sur les tâches que tu préfères et voilà, c'est cool. Du coup, est-ce que toi, par exemple, la vie à Bali, ça te coûte moins cher que la vie en France? Est-ce que ton lifestyle, il est meilleur à Bali qu'en France? Alors est-ce que ça me coûte moins cher qu'en France? Pas forcément, pour être honnête, mais par contre, mon lifestyle, il est bien plus important, bien plus agréable, ce qui est logique. Et en plus, tu restes à Bali, donc bah, tu profites de la plage, tu profites des beaux endroits pour sortir, tu profites des beaux cafés, des beaux restaurants et cetera. Donc forcément, ton lifestyle évolue et ça coûte pas forcément moins cher qu'en France. Mais pour avoir le même lifestyle, qu'ici en France, ça coûterait, oui, 3, 4, voire même 5 fois plus cher. Donc c'est quand même quelque chose d'assez agréable à vivre dans ton quotidien. C'est une des décisions de pourquoi je reste en Asie, pourquoi je reste pas en Europe, comme en Italie, en France ou en Espagne, même si c'est très agréable à vivre, surtout en été, comme aujourd'hui. Et tu as une fourchette un peu de enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais tu as une idée de combien tu dépenses par mois à peu près à Bali? Genre en global? Au global, alors moi je suis en couple ici, donc c'est un petit peu particulier, mais au global, je dirais dans les, 2 000 à 2 500 € à peu OK. près. Ça comprend tout, oui, pour 2. Donc ça comprend le logement, ça comprend la location du scooter au mois, du coup, ça comprend tous les restos. Bon, à Bali, je pense que tout le monde le sait, mais on mange plus souvent dehors que dedans. Donc soit tu commandes, soit tu vas au restaurant tous les midis, tous les soirs. Le matin, on évite un petit peu quand même, on se fait des petits fruits et cetera, on profite, on est dans les îles. Mais la salle de sport aussi, faut pas la négliger parce que ça coûte assez cher ici malgré, ce qu'on peut en penser. Moi je paye ma salle de sport, à peu près 70 €
par Ah personne, oui, quand même. OK. par mois. Donc c'est toujours un budget en plus à prendre en compte et puis bien sûr les sorties, les achats, quelconques et cetera. Globalement, en termes de dépenses, tu vois, moi, j'essaie de rester assez, «économe» entre guillemets, avec un lifestyle, qui me correspond, tu vois, tout en profitant au max. C'est-à-dire que je vis quand même dans une house, mais, une house séparée, enfin une villa avec, plusieurs chambres, piscine et cetera, donc c'est quand même assez agréable. Je mange tout le temps au resto, logique, parce qu'en vrai, un resto, ça coûte entre 3 et 5 €. Donc, globalement, tu peux te permettre de manger au resto tous les jours, ça, c'est assez agréable. Et après sur le reste, c'est vrai que moi, je dépense pas forcément énormément, genre comme en France, je dirais, comme en France, mais avec un lifestyle qui est beaucoup plus agréable quand tu vas aller surfer, quand tu vas aller à la plage et cetera. C'est toujours moins cher, forcément qu'en France, mais c'est cool. Et du coup, tu me disais que tu étais en couple, moi aussi de mon côté, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est compatible avec le business, le fait d'être en couple? Alors, être en couple, oui et non, ça va dépendre de toi, ton mode de fonctionnement, la partenaire ou le partenaire que tu vas avoir, et surtout votre vision des choses. Si toi, tu as une vision très entrepreneuriat de ta vie en général et que ta conjointe ou ton conjoint l'a pas forcément, ça risque d'être compliqué, vous allez pas forcément vous freiner, mais en tout cas, ça va éviter des fois des heures de travail que tu aurais pu faire, que tu aurais pu avancer. Là où si, ta conjointe ou ton conjoint est également entreprenante dans sa vie, bah, là, ça va changer les choses. Puisque chacun et chacune, bah, travaillera pour son business sur le côté, donc aura plus tendance forcément à se consacrer à ce business-là. C'est le cas pour toi, du coup, ta copine elle est entrepreneur? C'est le cas pour moi, ma copine, elle entreprend, en tout cas, elle a un e-commerce, elle vend des maillots, en fait, des maillots de bain, donc on est un petit peu à l'endroit idéal ici. Donc là-dessus, ça se passe super bien et bah, ça nous permet surtout de séparer un petit peu nos business toute la journée. On n'est pas toute la journée ensemble. Ça évite aussi les crises, un petit peu existentielles des fois, ce qui est compréhensible bien sûr. Mais voilà, ça nous permet de bosser chacun de notre côté, on se pousse vers le haut et c'est super. Mais voilà, donc je pense que ça peut être vraiment un avantage comme un inconvénient dans certains cas. Donc après ça dépend du lifestyle. Ah, c'est vrai que, tu vois, moi, je suis en couple depuis 4 ans quand même, donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis avec ma copine. Et elle comprend le fait que je dois bosser pas mal sur le business. Et là, actuellement, elle est pas avec moi à Bali, elle est en France, moi je suis à Bali. Du coup, en fait, la distance fait que moi j'ai le temps de bosser, avant qu'elle se réveille déjà juste avec le décalage horaire, donc ça c'est cool. Mais sur le fait de vivre ensemble, c'est vrai que ça peut être compliqué, ça dépend du job en face de la personne avec qui tu fais ta vie. Mais je pense que c'est compatible si la personne comprend ce que tu fais et pourquoi tu travailles autant. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, le soir, quand tu vas aller bosser un peu plus tard, finir des tâches et cetera pour tes clients et que, bah, la personne en face, elle a fini de travailler, du coup, qu'elle veut juste, passer du temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais après, voilà, tout est une question d'adaptation, je pense. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, est-ce que, tu me disais que tu étais à Bali avec ta copine. Comment tu gères, est-ce que tu es un peu seul, tu te sens un peu seul, du coup, dans ton business? Ou est-ce que tu te sens pas trop seul? Enfin, comment tu gères la solitude, par exemple, dans des endroits comme ça, même si tu es dans un des plus bels endroits du monde, donc tu sais, en Thaïlande et cetera? Est-ce que tu te sens seul, tu ressens une solitude ou pas? Bah, pour être honnête, même en étant en couple, on ressent toujours une solitude. Pourquoi? Parce que, bah, bien sûr, c'est super, tu es avec ta moitié, donc tu profites de la belle vue, des beaux paysages, de la «belle vie» entre guillemets, mais derrière, c'est toujours pareil. Tu as besoin de rencontrer du monde et cetera et cetera. Donc moi, la solitude, je la ressens comme tout le monde, mais forcément, quand tu la ressens un peu trop, bah, il suffit de sortir, de faire des rencontres, que ce soit avec des Thaïlandais, avec des Balinais, peu importe. Il suffit d'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, partout, en fait. Voilà, c'est Puis du coup, moi je t'ai envoyé un message sur non, toi tu m'as envoyé un message sur Instagram, je sais plus. Ouais, dans ce style-là. Et du coup, bah, au final, on a fait un café et on se retrouve à faire un podcast ensemble, c'est cool. Mais, OK, très sympa. et toi, du coup, comment tu le gères, ce côté-là de la solitude? Parce que si je comprends bien, ta copine, elle est en France, donc ça doit être un petit peu compliqué des fois? En fait, le truc, c'est que, moi de base, j'étais tout le temps avec des gens. Je suis quelqu'un qui est tout le temps avec qui aime être tout le temps avec des gens, donc soit ma copine, mes parents, mes amis et cetera. Et du coup, le fait de me retrouver tout seul au bout du monde, c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Quand tu te retrouves tout seul et que tu dois juste bosser et que tu vois, quand tu as des périodes, enfin des moments où tu peux aller par exemple manger avec quelqu'un ou discuter, juste le fait de manger avec quelqu'un, en fait, ça te permet de couper un peu du business. En fait, toi, tu penses constamment au business. Moi, je mange, je bosse en même temps, et cetera. Du coup, tu es tout le temps dans une boucle de OK, bah, tu es hyper productif. Mais par contre, tu te sens hyper seul. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui rencontrent ce problème-là. Mais d'un côté, c'est bien parce que tu bosses beaucoup et du coup, tu avances sur tes objectifs. Mais d'un autre côté, tu te sens pas mal seul et du coup, ça peut te pousser vers le bas. Typiquement, par exemple, il y a des semaines où en fait, tu vas te dire, que tout ce que tu fais, c'est pas bien, tu aimerais bien discuter avec des gens, sortir plus, revoir tes amis et cetera. Mais après, ça fait partie du jeu, tu es quand même dans un des plus bels endroits au monde, j'ai envie de dire, enfin, que ce soit en Asie en général. Donc tu peux pas te permettre non plus d'être «triste» entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose qui est assez relatif et je pense que quand tu sais gérer un peu tes émotions, ça le fait. Ouais.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est normal de ressentir ça, on est, quand surtout on est habitué à rencontrer du monde constamment, heu, avoir ces petits moments de solitude. On sait que, bah, finalement, on avance pour nos projets professionnels, donc on avance pour notre vie, donc là-dessus, on est heureux. Mais derrière, c'est sûr qu'on se dit: «Oui, j'aurais pu rencontrer plus de monde, peut-être que ça m'aurait ouvert plus de portes. Peut-être que, bah, à côté, j'ai travaillé 2 heures, mais peut-être que ça m'aurait plus été rentable, en tout cas, de rencontrer une personne», et cetera, et cetera. Mais après, je pense qu'on ne peut pas s'en vouloir réellement. Il faut juste, faire comme on fait actuellement. C'est déjà très bien. Je pense qu'on dépasse la plupart des, entrepreneurs, ou en tout cas la plupart des personnes lambda, j'ai envie de dire, en France ou peu importe où. Donc je pense qu'il faut être déjà heureux de ce qu'on fait actuellement. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr que, tu vois, j'avais cette discussion-là avec un gars qui habite dans la même villa que moi et il me disait: «Ouais, mais du coup, comment tu peux te sentir un peu seul et mal entre guillemets alors que, bah, tu es dans un endroit que tu rêves?» Et mine de rien, le fait d'être dans un endroit où c'est quand même incroyable de vivre ici, tu peux rencontrer du monde et cetera qui est dans la même optique que toi parce qu'ici, il y a pas mal d'entrepreneurs à Bali et il y a aussi des gens qui bossent en remote, mais du coup, c'est des gens qui ont quand même un très bon salaire, donc c'est un peu dans le même style, ils ont la même mentalité. Bah, c'est vrai que c'est quand même assez cool de rencontrer ces gens-là, mais c'est vrai que parfois tes proches te manquent, mais ça, c'est un peu logique. Je pense que peu importe où tu viens dans le monde, c'est toujours la même chose. OK, alors là, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu penses, du mythe des entrepreneurs à Bali, qui travaillent les pieds dans l'eau? OK. En fait, ça déjà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, je trouve. Tout le monde pense ça, parce que globalement, quand tu viens à Bali, mais même n'importe qui, même nous, en fait, tu vas mettre des photos à la plage, tu vas mettre des photos, où tu es un peu dans un endroit paradisiaque globalement. Pourtant, c'est pas du tout là au travail. Heu, Personnellement, moi, je bosse tout le temps de mon appart sur mon bureau. En fait, les 3 quarts du temps, je vais être sur mon bureau. Mais forcément, ce qu'on va voir sur les réseaux, tu mets en avant ce que tu veux, mais tu vas forcément mettre en avant le moment où tu es à la plage, le moment où tu es au beach club, le moment où tu es dans le plus bel endroit. Du coup, forcément, ça influence le fait que les gens pensent que tu travailles, les pieds dans l'eau, alors qu'en vrai, c'est pas vrai. Bon, ça a dû m'arriver une fois dans la piscine, mais à part ça, c'est toujours derrière le bureau. Non, c'est faux. Et toi, du coup, tu penses quoi de ce mythe-là, toi? Alors moi, je pense que, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui est pas forcément vrai. En tout cas, ça va dépendre aussi du business que tu as. Honnêtement, si tu es un closer, que tu dois être au téléphone toute la journée, bah, tu peux te le permettre, Oui, entre guillemets, il y a pas de souci. Mais par rapport au business qu'on a, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, c'est pas forcément vrai. Je pense que je suis comme toi, je passe la plupart de mes journées, de toute façon, sur mon bureau, donc derrière mon ordinateur. Oui, on peut travailler autour de la piscine avec un ordinateur, mais je dis pas le contraire. Mais derrière, si tu veux être focus sur ton business, il y a pas photo. Il faut que tu sois isolé et que tu sois concentré surtout sur ce que tu fais, sur la tâche que tu as à accomplir si tu veux avancer comme il faut surtout. Hem, donc toi, concrètement, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton business sur LinkedIn? ouais. Ouais, bah, carrément. En fait, comment on fonctionne, nous, du coup, c'est très simple. On s'occupe de tout le business de A à Z, des conseillers financiers, conseillers en gestion de patrimoine. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que la plupart de ces conseillers-là, ils ont, que des clients en local, en fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir leur trouver des clients grâce à LinkedIn. Donc en fait, on va refaire tout leur profil, déjà pour que ça convertisse en clients. On va leur créer du contenu parce que globalement, ils créent pas de contenu, ils comprennent pas forcément, en fait, les bienfaits d'une plateforme, même que ce soit Instagram ou LinkedIn, mais nous, en l'occurrence, c'est LinkedIn, que ça peut t'attirer des clients, en fait, potentiels. Et derrière, on va aller prospecter pour eux, sur LinkedIn encore une fois parce que c'est une plateforme où tu peux contacter n'importe qui. Tu peux trouver le CEO, de la meilleure boîte que tu veux, un mec qui pèse des millions, en fait, tu peux le trouver, le contacter et potentiellement, il peut signer chez toi s'il est intéressé. Donc en fait, globalement, on va s'occuper de tout ça pour eux. Ils ont rien à faire et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est qu'ils font rien, ils ont des clients qui rentrent pour eux et c'est gagnant-gagnant, quoi. Après LinkedIn, c'est vraiment ultra puissant quand même. Je pense que c'est un des réseaux les plus sous-cotés. Après, c'est vrai que tous les réseaux, je pense, sont puissants en termes d'acquisition, mais ça va dépendre de ta niche. Typiquement, nous, sur des conseillers financiers, bah, forcément, les mecs, ils cherchent à viser des DAF, des dirigeants, donc ils vont forcément, bah, pas forcément les trouver sur Instagram parce que c'est des gens qui sont plus sur Facebook ou LinkedIn. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller créer du contenu sur ces plateformes-là que sur d'autres plateformes. Mais c'est vrai que pour du B2C, ça va être plus intéressant de faire du Instagram ou du TikTok ou même du YouTube. Mais toi, tu en penses quoi à ce niveau-là? Est-ce que tu penses que, c'est plus intéressant d'être sur Instagram ou sur LinkedIn? Je pense que c'est vraiment comme tu le dis, ça va dépendre de la cible que tu vises. Forcément, si tu cherches du B2B, LinkedIn, il y a pas photo, j'ai envie de dire. Par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, d'augmenter, sa visibilité, de gagner en abonnés et cetera. Là où sur du Instagram, par exemple, la viralité, pardon, est plus facilement atteignable. J'ai envie de dire, quand tu trouves un bon hook, un bon sujet, alors quand tu montres un petit peu ton autorité sur certains sujets, ça peut aller assez vite.
Pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Avec 2 000-3 000 abonnés, même 500 abonnés, tu peux closer des deals à plus de 2 ou 3 cas. Donc là-dessus, je pense que ça dépend vraiment de ta cible et de ta manière de communiquer, tout simplement. OK, du coup, toi, tu penses qu'avec peu d'abonnés, tu peux signer des gros deals? Parce que c'est vrai que c'est une croyance que pas mal de gens ont, le fait que tu peux pas signer de gros deals quand tu as pas beaucoup d'abonnés. Mais est-ce que ça qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que c'est vrai ou pas? Alors ça, c'est une idée reçue, entre guillemets. Forcément, si tu vas avoir 50 ou 100 000 abonnés, oui, ce sera plus facile de contacter des personnes intéressées, ça je dis pas le contraire, c'est de la logique. Mais, derrière, ça ne veut en tout cas, ce n'est pas un gage de qualité. Typiquement, il y a des personnes qui ont moins de 500 abonnés, voire même moins de 1 000 abonnés. C'est atteignable pour tout le monde concrètement, mais derrière, ils vont faire du contenu très niché, très qualitatif, où ils apportent un maximum de valeur. Ces personnes-là, on n'a même pas besoin, entre guillemets, de les contacter pour savoir qu'ils ont de l'autorité, pardon, par rapport à un domaine particulier et surtout qu'ils sont professionnels par rapport à ça. Donc ça va être même plus intéressant de les contacter, ils vont être plus proches de toi en tant que client, ce qui est logique puisqu'ils n'ont pas 10, 20, 30 ou 50 clients et souvent à des tarifs un petit peu plus attractifs et surtout avec une bonne vision long terme. C'est ça qui est intéressant. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui est très largement faisable. C'est une fausse croyance, comme on a dit et surtout, il faut se lancer. C'est tout ce que j'ai, à dire là-dessus. Ah, c'est clair. Non, mais, je suis totalement d'accord avec toi, de toute façon, il faut se lancer au début, pour commencer, tu es obligé de te lancer. De toute façon, tout le monde part de zéro au final, hein. Moi, quand j'ai commencé LinkedIn, je partais de zéro. Au final, je vais bientôt avoir 5 000 abonnés, ce qui est pas forcément énorme, mais pour LinkedIn, c'est dans les top créateurs en France. Parce que c'est une plateforme aussi pareil, à ce niveau-là où il y a forcément pas beaucoup de créateurs par rapport à du Instagram, du TikTok où tu as vraiment n'importe qui va créer des vidéos pour soi ou même en général. Hem, sur LinkedIn, il y a pas beaucoup de monde qui poste, donc en fait, dès à partir du moment où tu es présent sur la plateforme, tu peux trouver des clients parce que même si tu as 500 abonnés, tu peux vendre vu que personne d'autre poste. Donc si tu es un des mecs les plus experts dans ta niche, tu peux vendre peu importe la l'audience que tu as. Bon, forcément, plus tu as d'audience, plus c'est simple d'avoir de la «crédibilité» entre guillemets, mais ça, c'est logique, je pense, pour tout le monde. Sûr, bien sûr et surtout, je pense qu'on le répétera jamais assez, ce qui va vraiment compter quand tu veux closer des deals, avant toute chose, ça va être de la social proof. Si tu as jamais eu de client, c'est pas grave, donc ce qu'il va falloir faire, c'est tester tout ça sur toi, tout simplement. Ça peut être une stratégie, admettons, de développement d'audience. Si toi, tu as pas une audience développée, que tu appliques pas ça à toi-même et derrière tu as pas de social proof, ça va être compliqué, même si tu as toute l'autorité qu'il faut, pardon. Et par contre, derrière, si, tu parles de développement d'audience, tu vends une formation, un accompagnement, peu importe, une prestation de développement d'audience et que tu as une audience qui est bien développée ou que tu as accompagné des créateurs, qui ont développé une audience de la bonne manière, derrière, tu as ta social proof, les clients, ils sont pré-closés finalement. Donc ça, c'est intéressant. C'est sûr. Non, mais c'est clair. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi avec certains de mes clients que j'accompagne, parce que nous, on fait de l'accompagnement, mais aussi, du done for you, donc on fait tout pour eux ou on les accompagne et certains de nos clients qu'on accompagne, ce que j'aime bien faire, c'est en gros, ils font la presta, par exemple, gratuitement pour deux trois personnes, tu vois? Une sorte de bêta test et du coup, derrière, ils ont des résultats, donc de la preuve sociale à mettre en avant, donc leur propre preuve sociale à eux, puisqu'ils l'ont appliquée à eux et le testing qu'ils ont fait sur des testeurs. Donc derrière, forcément, c'est grave intéressant pour pouvoir vendre et ça permet d'augmenter ta preuve sociale. Au début, quand tu as pas vraiment beaucoup d'XP, donc c'est cool. Ouais, ce qui marche bien aussi, c'est le building public. Je sais que ce Mmh. soit sur Instagram, que sur LinkedIn, ça marche très bien. Ça prouve que, tu as de l'autorité, que tu as des compétences et c'est du gagnant-gagnant finalement. C'est Donc ça. ça, c'est vraiment pas mal. Hem, mais on va parler d'une chose. OK, toi, tu as 20 ans. Aujourd'hui, tu t'es lancé du coup sur LinkedIn, ça va faire plus d'1 an, si je comprends bien. Mais à ton âge, est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Est-ce que tu as déjà pensé que tu faisais tout faux? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, déjà, donc je vais sur mes 21 là, dans quelques jours. Hem, je me suis toujours dit: «Faut que je tente un truc». Je suis toujours en études, en fait, au passage, si les gens savent pas, je suis toujours en études à côté de mon business. Donc j'ai mon business qui tourne et je continue mes études pour «la sécurité» entre guillemets. Mais en fait, je me suis toujours dit: «OK, faut que je fasse quelque chose en parallèle de mes études». Je savais pas quoi au début et j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn sur des sujets qui m'intéressaient donc que ce soit l'investissement, j'aime beaucoup investir mon argent, j'investis depuis que j'ai 18 ans. Donc du coup, de base, je commençais à parler de ça et en fait, j'ai commencé à capter ce que les gens voulaient savoir, ce que les gens voulaient lire et du coup, forcément, j'en suis venu à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des phases où tu te dis: «Est-ce que ce que je fais, c'est bien par rapport à ce que mes amis font?» Typiquement, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en alternance, donc en fait, tous les mois, tu as un salaire qui tombe, tu prends tes vacances, donc tu as tes congés payés. Tu vas gagner des fois, bon, c'est pas forcément des sommes énormes, mais tu vas gagner du 1 800, du 2 000, 2 fois de temps en temps en fonction des mois. Et à côté, toi, tu vas faire des mois au début, enfin moi, personnellement, j'ai fait 6 mois quand j'ai commencé, à zéro quand tu commences.
Et donc en fait, au début, tu te dis: «Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Ou est-ce que ça sert à rien?» Parce qu'en fait, à partir du moment où tu marches, par exemple, le premier deal que j'ai closé à 1 500 €, là, je me suis dit: «OK, j'ai fait un call de 20 minutes, j'ai pris 1 500 balles». Bon, c'est pas la vérité parce que derrière, il y a tout le travail qui va derrière forcément. Mais dans les faits, en une journée, tu as pris 1 500, tu vois? Tu te dis: «En fait, si je répète ça plusieurs fois, je peux prendre énormément d'argent par rapport à quelqu'un qui va être en alternance». Forcément, c'est une vision long terme, il faut avoir cette vision-là. Évidemment qu'on doute non-stop, je pense que toi aussi tu doutes pas mal de ton côté sur ton business. Bon après ça dépend forcément du niveau de revenu que tu as et cetera. C'est vrai que moi j'ai que 20 ans donc je me dis: «Il faut que je tente». J'ai rien à perdre au final puisque encore une fois, voilà, je vis comme un étudiant, hein. J'ai un appartement, je dépense pas beaucoup à part, en bouffe et en logement. Je dépense pas énormément. Mais c'est vrai que forcément quand ça va arriver, quand la vie active je vais vraiment rentrer dans la vie active et sortir de ces études-là, là, forcément, il faut que le business soit déjà en marche. C'est déjà le cas, encore heureux, j'ai envie de dire, mais qui marche vraiment bien pour pouvoir avoir le lifestyle que moi j'ai toujours voulu avoir. Du coup, forcément, cette partie-là te met un peu un coup de pied au cul, sur le timing, quoi. Toi, à ce niveau-là, du coup, tu as 26 ans, tu as déjà pensé à arrêter? Parce que ça fait combien de temps que tu fais ça? Qu'est-ce que tu faisais avant aussi? Peut-être que tu avais un job «normal» entre guillemets et est-ce que tu as déjà pensé, du coup, à tout arrêter dans ton business? Bien sûr que j'ai déjà pensé à tout arrêter. Je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, comme tout entrepreneur. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? En gros, j'avais une société de construction sur Marseille, donc je bossais surtout sur les yachts. Je faisais tout ce qui était en bois, donc le pont, les intérieurs, les extérieurs et cetera et cetera et au bout de 3 ans, honnêtement, j'en ai eu marre. De quoi? De me «tuer à la santé» entre guillemets, et de voir qu'on pouvait faire énormément d'argent sur les réseaux sociaux, qu'on s'y intéressait un minimum. Je me suis dit: Finalement, pourquoi pas moi?» C'est juste une compétence, j'avais déjà la compétence de manier le bois, donc je me suis dit: «C'est juste une nouvelle compétence à apprendre finalement» et je me suis lancé, j'ai tout quitté, du coup, déjà une première fois. Je suis parti en Australie pour faire, un PVT comme beaucoup de personnes le font. J'en ai profité pour me lancer du coup sur les réseaux sociaux à ce moment-là et me lancer sur cette nouvelle activité. Ça a très bien marché, donc du coup, j'en ai fait mon activité principale. J'ai fini mon PVT et ensuite, j'ai voyagé en Asie, depuis ce temps-là et c'est que le début, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable du coup, tu avais quand même une expérience entrepreneuriale, avant de te lancer en ligne et du coup, ça qui t'a peut-être aidé, dans le fait de te dire: «OK, en fait, c'est juste une compétence de plus à apprendre», pour pouvoir, proposer un produit, je pense. Parce que la plupart des gens, ce qui les freine, c'est qu'ils se disent: «OK, j'ai pas de compétences, qu'est-ce que je peux faire?» En fait, la première chose à faire, c'est pas forcément de te dire: «Qu'est-ce que je peux vendre?» c'est: «Quelles compétences je peux apprendre?» Typiquement, tu apprends le marketing, la vente, enfin des compétences qu'en fait, qui peuvent se vendre, dans n'importe quel métier en fait, au final. Et après à partir de ça, quand tu commences à développer une audience et cetera, faire du contenu, ce genre de skills, là, tu peux vendre quelque chose, je pense. Ouais. Ouais, je suis d'accord et surtout, moi j'avais la chance entre guillemets de, j'étais déjà entrepreneur avant. Oui, c'était sur du physique, mais du coup j'avais l'habitude quand même de closer entre guillemets des deals à 10, 20, 30K par rapport à des gros chantiers. Donc j'étais déjà à l'aise avec le fait de vendre quand même mes prestations et ça, je pense que c'était quand même quelque chose de, en tout cas, je pense que c'était un gros bonus quand même à prendre en compte. Donc dès que j'ai commencé à vendre des prestations dans le digital, c'était beaucoup plus simple pour moi. Ouais, c'est sûr. Ça aide beaucoup d'être fort en vente parce que tu vois, par exemple, moi, c'est un des sujets, les plus problématiques pour moi en ce moment, tu vois? C'est vraiment la vente, closer des gros deals. Parce que tu vois, on va dire, entre guillemets, des deals à 1 000-1 500, ça va encore, ça reste OK de closer ce genre de deal. Mais quand tu passes sur des deals à 5K ou plus, c'est encore un autre montant, c'est un autre budget et c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, j'ai encore cette difficulté-là que toi, tu as potentiellement pas. Mais est-ce que, je sais pas si tu envie de parler de ça ou pas? Mais est-ce que tu peux nous dire, par exemple, une fourchette? Je sais que c'est variable forcément dans l'entrepreneuriat, mais de combien tu gagnes à peu près par mois en chiffre d'affaires? Si tu OK. Alors moi, honnêtement, ça va être très variable. Pourquoi? Parce que en gros, moi, pour faire simple, je suis gros opérateur, donc je vais prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires du créateur avec qui je travaille. Donc ça va dépendre de mon travail et ça va dépendre bien sûr des chiffres du créateur. Donc ça peut être, très variable, ça peut être entre 5, 7, 10 voire même 15K le mois. Donc ça va vraiment dépendre avec les créateurs avec qui je travaille. Je me fixe au maximum de travailler avec 3 créateurs, jamais plus. Pourquoi? Pour garantir la qualité de mes prestations, ce qui est logique, garantir un bon suivi et puis voilà. L'objectif bien sûr, c'est comme tous, hein, c'est de scaler tout ça, d'embaucher derrière, de monter à 30, 40, 50K bien sûr. C'est un objectif qui va se faire petit à petit, mais c'est déjà très bien aujourd'hui, j'ai fait ça en moins de 2 ans, donc c'est super, je suis plutôt fier de moi pour l'instant. Tu travailles tout seul du coup dans ton équipe ou tu travailles avec des gens? Alors, moi je suis, on va dire l'acteur principal dans notre activité. Je travaille avec une autre personne qui s'appelle Alban.
qui gère tout ce qui est automatisation, agent IA et cetera. Donc lui, il va peaufiner vraiment cette partie-là. Donc on va dire, on est plutôt sur du, 70-30 où je gère la globalité, on va dire, du travail. Et toi, du coup, là, actuellement, combien tu arrives à gagner? Combien tu arrives à générer par mois? En gros, faut savoir que du coup, nous, on a lancé, une nouvelle agence assez récemment. Donc, vraiment pour s'occuper des conseils financiers, donc c'est ce qu'on fait depuis 2 mois, par exemple. Mais avant, moi, j'étais, plus coach accompagnateur. Donc en fait, dans le business du coaching, j'accompagnais des freelances à la base et des dirigeants des agences. Donc ça, je tournais aux alentours de 2K, 2K5, 3K par mois, tu vois? Ça dépend. Donc c'est pas forcément des chiffres qui sont exponentiels, exceptionnels, mais par contre, tu vois, j'ai 20 ans, je vis comme un étudiant, donc encore une fois, je peux épargner une grosse somme de ce que je gagne, donc ce qui me permet quand même de vivre, largement, au-dessus, au-dessus de ce que je «vivais avant» entre guillemets. Et c'est vrai que là, du coup, avec la nouvelle agence qu'on vient de lancer, c'est les débuts. Forcément, tu relances un nouveau processus, des nouvelles cibles, et cetera, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a fait un très bon 1er mois. On est à 2 500 € de chiffre d'affaires, un petit peu moins. Donc bon, c'est le début, mais pour un premier mois de lancement, c'est assez cool. Bon, après, on a déjà l'audience, tout ce qui va avec. Mais là, on a fait un prévisionnel. Donc là, actuellement, on est en août. Et pour le mois de septembre, normalement, on devrait aller chercher à peu près les 10K de chiffre d'affaires. Donc je pense que ça va augmenter au fur et à mesure. Mais encore une fois, voilà, c'est que le début, mais pour faire de l'argent en ligne, en fait, tu peux si tu vis avec pas beaucoup de base, en fait, à partir du moment où tu gagnes 1 500-2 000, tu peux commencer à te dire: «OK, là, je peux peut-être quitter mon job et vivre de ça». Et après forcément derrière, bah, ça va plus tu vas mettre, d'actions en place, plus tu vas bosser, plus tu vas gagner plus. Bien sûr. Donc voilà. Et alors moi, je voulais aborder aussi un sujet particulier, c'est que finalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu différent de quand on se lance dans un CDI classique, même très bien payé. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, c'est la notion que j'ai de la chose. Je peux travailler 10 heures par jour, ça va pas me déranger et presque je peux ne pas aller manger de midi ou le soir manger devant mon ordinateur en train de travailler. Pourquoi? Parce que ça me plaît finalement. Ça me plaît, je vois des objectifs se rapprocher de plus en plus. On est toujours à 1 call, 2 calls, 3 calls du prochain client, les prochaines 10K, la prochaine personne, sympa à rencontrer et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez parce que c'est très bien l'argent, mais finalement, il faut que ça nous plaise, il faut qu'on soit heureux dans ce qu'on fait et qu'on trouve un vrai but dans cette situation. Ouais, c'est clair. Tu vois, bah, moi, par exemple, par rapport à ce que tu dis, avant, je bossais avec des freelances. Du coup, ça peut être n'importe qui, donc des gars qui sont dans l'IA, des gars qui font des sites web, peu importe. En fait, le fait qu'on a switch sur des conseillers financiers, conseillers en gestion de patrimoine, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un domaine que je me renseigne énormément, je regarde l'actualité tout le temps. En fait, comme c'est un domaine qui m'intéresse, bah, c'est encore plus intéressant pour moi de bosser avec ces personnes-là, parce que du coup, comme je vais créer leur contenu, bah, je crée un contenu sur ce qui m'intéresse, ce que moi j'aurais créé pour moi, par exemple. Donc déjà, c'est quelque chose qui est super cool. Et aussi le fait que de discuter avec ces personnes-là, c'est ultra intéressant parce qu'ils ont énormément de skills dans leur domaine. Donc en fait, tu fais des rencontres, tu rencontres des gens qui sont vraiment dans ce que tu aimes faire et du coup, forcément, ça te motive encore plus à bosser. C'est vrai que derrière, par rapport aux journées, c'est vrai que nous, on peut faire des grosses journées au début quand tu commences. Donc je sais que voilà, j'ai fait des grosses journées quand j'ai commencé. Donc là, que ce soit maintenant, encore une fois, je fais des grosses journées. Mais au début, je faisais des sales journées, donc tu vois, des 10 heures où tu es sur ton ordi non-stop, où tu fais que bosser. Mais au fur et à mesure du temps, après, quand tu commences à déléguer ou tu commences à mieux gérer ton business, c'est vrai que tu arrives à gagner du temps, à te dégager du temps. Encore une fois, ça dépend de quels sont tes objectifs, tu vois? Je pense chacun a ses objectifs, perso. Bien sûr et surtout que c'est vraiment quelque chose d'exponentiel l'entrepreneuriat. Là où, bah, le salariat, tu vas gagner 2K, 2K5, 3K, petit à petit, tu vas avoir des augmentations très légères, on va pas se mentir, hein. Dans l'entrepreneuriat, bah, finalement, tu peux pendant 6 mois ne rien gagner. D'un coup, tu fais un mois à 2K. Le mois d'après, bah, tu as compris un petit peu comment ça fonctionne. Tu fais le double, tu fais le triple et cetera et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose d'exponentiel. C'est ça qui est très intéressant et c'est ça, en tout cas, qui me permet de prendre du plaisir quand je Ouais, travaille. c'est clair, c'est ça. En fait, tu te dis, à chaque call que tu vas avoir ou à chaque, prochain prospect qui va te répondre, tu te dis: «OK, en fait, bon, faut pas voir ça comme ça dans le sens où chaque personne est «de l'argent» entre guillemets parce que tu es là pour les aider. Mais je veux dire, tu te dis: «OK, bah, là, je peux peut-être signer un deal qui va me rapporter énormément d'argent, derrière». Donc en fait, chaque opportunité est quelque chose, qui va te rapporter beaucoup. Et il y a un exemple tout con que j'ai envie de donner qui est par exemple quand moi je travaillais, pour une agence, de marketing quand j'étais en stage. En fait, je m'occupais de trouver des clients, donc la partie sales. Et du coup typiquement, je discutais avec certaines personnes et du coup je signais des deals à 1 000-1 500. Sauf que moi j'étais payé à l'heure. En fait, quand je me dis: «Le gars, moi je signe un mec en 2 heures, je le ramène 1 500 et que derrière, moi je suis payé à l'heure et c'est ce que je touche au mois». En fait, tu te dis: «Bah, en fait, putain, je pourrais faire ça moi-même de mon côté et gagner cet argent-là pour moi, en fait». Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une autre mentalité qui rentre en jeu.
Encore une fois, voilà, c'est chacun a envie. Il y a des gens qui kiffent le CDI parce que ça t'apporte forcément une sécurité et en vrai, je peux carrément comprendre parce que quand tu as ton montant qui rentre tous les mois, même si tu es parti en vacances ou quoi, bah, c'est vrai que ça fait plaisir. Après voilà, moi si j'ai envie de partir, demain, d'aller au Vietnam, je peux quand même bosser du Vietnam comme toi tu vas faire par exemple. Selon toi, par exemple, c'est quoi la vision, que tu as des créateurs de contenu aujourd'hui? Donc je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font du contenu différent, mais toi tu as quoi comme vision de ça extérieure? Alors, elle est très particulière ma vision. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a 2 types de créateurs aujourd'hui. Il y a la majorité des créateurs de contenu qui font ça pour devenir juste créateurs de contenu, pour suivre la mode finalement, parce que c'est clairement ça, c'est devenu un effet de mode d'être créateur de contenu ou influenceur. Et il y a l'autre partie qui fait ça par passion. Et on va pas se mentir, ceux qui réussissent le plus aujourd'hui, c'est ceux qui font ça par passion. Mais quand on mêle la passion à la bonne structure, à la bonne technique, j'ai envie de dire, c'est là qu'on va faire vraiment des chiffres d'affaires qui sont intéressants et c'est là où on va aider vraiment toutes les personnes qui nous entourent. Je te prends l'exemple d'une formation ou d'un accompagnement personnalisé qu'une personne va vendre. Un créateur qui va montrer, comme, 1 000 000 de créateurs aujourd'hui, comment faire un bon hook, et tout son contenu est basé là-dessus. Tu ressens pas la passion. Cette personne-là, elle va t'apporter, oui, de la valeur, mais comme 10, 20, 100 personnes, que tu vas voir sur les réseaux sociaux. Donc derrière, tu ressens pas la passion. Elle va t'aider, oui, mais pas autant qu'une personne qui parle de sa vie, finalement. À l'inverse, tu prends un coach de sport. Il y en a énormément, j'entends, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a beaucoup aujourd'hui, bah, de créateurs un petit peu déchets, finalement, qui, se lancent en tant que coach sportif, qui font du coaching à 50 ou 80 € le coaching en ligne, j'entends. Et derrière, bah, oui, ils gagnent pas beaucoup d'argent grâce à ça, mais c'est normal. Il y a pas la passion qui va avec, surtout ils aident pas les bonnes personnes. Ce qui va changer, c'est toucher une audience précise, par exemple, d'aider, admettons, les skinny à prendre du muscle sans prendre de gras et cetera. Là, tu vas toucher une audience précise. Là, tu vas vraiment aider ces personnes. Tu vas pas juste l'aider à perdre un petit peu de gras ou à atteindre le physique de leur rêve finalement. Ça parle à tout le monde. Donc derrière, tu vas pouvoir parler la meilleure façon à ton audience et surtout, si c'est ça qui t'intéresse, on va ressentir la passion dans tous tes écrits, dans tous tes réels et surtout dans ton accompagnement. Et là, ça va tout changer. Et là, même avec 10 000 ou 20 000 abonnés, tu peux faire des très, très gros chiffres et surtout, tu peux aider beaucoup de personnes. Ah, c'est clair. Non mais carrément, surtout que, bon, le domaine du coaching sportif, c'est un peu le domaine dont on parle en général parce que c'est là où tu apportes vraiment un vrai changement dans la vie des gens. Heu, Quelqu'un qui passe de obèse ou de skinny à quelqu'un de fit, forcément, c'est un énorme changement dans ta vie. Mais ça marche avec tout. En fait, ça marche aussi avec le business, ça marche avec plein de choses. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la niche du make money, tu vois? Bon, je vais t'apporter des clients, je vais t'apporter plus d'argent, X milliers d'euros par mois et cetera. Bon ça, voilà, les gros créateurs, ça marche très bien. Quand tu as plus petit créateur, tu dois apporter plus de résultats et de preuves et montrer que ce que tu apportes, ça va vraiment aider tes clients. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et typiquement, tu vois, moi, par exemple, la vision que j'ai des créateurs de contenu aujourd'hui, en fait, ça va dépendre. Il y a des gens enfin, moi, j'essaie de cibler dans mon feed, que ce soit LinkedIn ou Instagram, des gens qui sont intéressants et qui apportent de la valeur et qui parlent de eux, en fait. Et du coup, derrière, en fait, tu t'inspires de ces gens-là quand tu vas créer ton contenu. Typiquement, moi, quand je crée mon contenu, j'essaye de m'inspirer des gens qui m'inspirent de base. Parce que ça veut dire que ces gens-là inspirent. Moi aussi, j'essaie de faire, entre guillemets, «la même chose», mais à mon style à moi, ça va forcément inspirer du monde, Ouais, tu vois? je suis d'accord. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe sur LinkedIn, en ce moment, de plus en plus. Tu vois, moi, ça fait 2 ans que je suis sur LinkedIn. Du coup, j'ai vu au début, quand tu faisais un post qui était un peu qualitatif, où tu apportais un peu de valeur, tu perçais directement. Tu vois, tu faisais des dizaines de milliers de vues hyper facilement. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'il y a de plus en plus de créateurs, parce que les gens comprennent qu'il faut poster sur LinkedIn et sur plusieurs réseaux et cetera, Instagram et cetera. Et donc, la seule chose qui te différencie, c'est que c'est toi, en fait. Par exemple, il y a des dizaines de personnes qui vont te proposer du coaching sportif, il y a des dizaines de personnes qui vont te proposer du coaching LinkedIn et cetera. Mais pourquoi les gens vont choisir toi plutôt qu'un autre? Bah, c'est parce que tu es toi-même. Et du coup, comment tu vas interagir avec eux en DM, comment tu vas leur apporter de la valeur, comment tes posts sont mis en avant, la façon dont tu vas écrire et cetera, bah, ça, c'est ça qui fait la différence. OK. Honnêtement, est-ce que tu penses que LinkedIn, c'est un réseau de faux cul? Oh putain, on voit ça partout, je pense que LinkedIn, c'est quand même un bon réseau de faux cul. Faut pas se mentir, quand tu vois que tout le monde commente, super post et cetera dans les commentaires, on va pas se mentir, c'est un gros réseau de faux cul. Par contre, si tu le gères de la bonne façon et que tu arrives à en faire en sorte que les personnes qui voient tes posts soient pas des faux culs à commenter super post et cetera comme ton réseau que tu as de base, je pense, bah là, forcément, ça devient plus un réseau de faux cul. Mais ça fait partie du jeu. LinkedIn met en avant les commentaires. Tu vas commenter, plus tu vas être
mis en avant. Forcément, ça fait partie du jeu de faire ce jeu de commentaires, mais le but, c'est pas de mettre juste, bah: «Super intéressant ton post», ou ce genre de commentaires, «bateaux» entre guillemets. C'est d'aller faire des commentaires plus recherchés, où tu montres aussi ton expertise dans les commentaires, où tu interagis vraiment avec ce que la personne a expliqué et là, du coup, tu fais la différence, tu viens pas un faux cul, un lèche-cul. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont en tête parce qu'on voit beaucoup les gens postent sur LinkedIn pour mettre leur réussite. Typiquement, «Je viens de rentrer dans telle entreprise et je viens de créer tel machin» et cetera. Forcément, ça met, les gens qui vont interagir avec ton contenu, c'est les gens qui vont dire: «Bah, super, bravo ce que tu as fait» et cetera. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un réseau de faux cul. Mais, moi, je suis un peu d'accord avec ça, mais moyennement, quoi. Je sais pas si je t'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, c'était super. Heu et toi, tu en penses quoi? C'est quoi ton point de vue de LinkedIn en général? Parce que comme tu es beaucoup sur Insta, je sais pas si tu utilises LinkedIn pour ton acquisition ou pas, mais tu en penses quoi en général du fait que ce soit un réseau de faux cul ou autre pour l'acquisition? Alors moi, honnêtement, niveau acquisition, je suis pas du tout sur LinkedIn parce que je recherche plutôt des créateurs de contenu Instagram. C'est mon domaine d'expertise, donc c'est de la logique. LinkedIn, j'ai essayé, on va pas se mentir, mais c'est ce côté-là un petit peu faux cul, un petit peu faux, qui ne m'a pas plu. Donc j'ai pas pu y rester. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu, tout simplement. Je pense que, le truc, c'est que la plupart des gens pensent que sur LinkedIn, faut vraiment, entre guillemets «sucer tout le monde» pour, vraiment être visible. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Faut juste choisir certains créateurs et des personnes dans ta cible que tu vas aller commenter leurs posts, que tu vas aller liker et pas tout le monde, juste comme ça, voilà, pour essayer d'être visible. Parce que le but, c'est que ça t'apporte de la bonne visibilité. Donc si tu vas commenter un post de ta cible en particulier, donc par exemple, moi, je vais aller commenter un post d'un conseiller en gestion de patrimoine, bah, il va le voir ce commentaire-là et en fait, c'est pas du focus, c'est juste je m'intéresse à ce qu'il a dit dans son post et donc derrière, forcément, moi, quand je le contacte, bah, il m'a déjà vu quelque part, il m'a déjà vu dans ses commentaires, liké et cetera. Donc c'est plus simple pour l'interaction et pour aller, chercher le client. J'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT et la création de contenu? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Non, en fait, c'est vrai que sur LinkedIn, moi, par exemple, j'essaye de créer mes posts que à la main. C'est peut-être à tort, mais en fait, le problème, c'est que, comme on l'a dit un peu plus tôt, l'authenticité joue beaucoup. Et si tu commences à écrire tes posts avec ChatGPT, ça se voit. Même si tu modifies un peu derrière, ça se voit beaucoup. Je l'ai fait il y a un moment. Je vais pas mentir, je l'ai fait aussi comme tout le monde, on a tous testé pour gagner du temps. Ça fait gagner du temps, c'est vrai. Mais derrière, en fait, les résultats t'apportent beaucoup moins que si tu l'avais écrit toi-même. Donc forcément, bah, il y a tout ce qui est la recherche d'idées. Moi, je m'aide beaucoup de ChatGPT. Mais pour l'écriture des posts, je le fais à la main. Même si ChatGPT va me donner les idées principales de ce dont je vais parler, je vais faire à la main. Et toi, tu utilises ChatGPT pour Instagram? Non, pas du tout. Moi, je vais utiliser ChatGPT à la limite pour, la création d'une formation. Donc par exemple, pour, développer différents modules, pour trouver des idées de nouveaux modules qui semblent pertinents. Parce que je te donne un exemple pour le coach sportif, comme on a dit tout à l'heure, beh, finalement, si, cette personne souhaite accompagner les personnes qui veulent se lancer en tant que coach sportif, finalement, tu vas pas parler que de comment devenir coach sportif. Tu vas parler de comment se lancer dans l'entrepreneuriat, trouver des clients, comment faire les démarches administratives et cetera et cetera. Et forcément, quand tu es pas dans le métier, des fois, tu as des idées qui ne viennent pas, donc ça aide, ça aide. Mais sinon, à part ça, honnêtement, je conseille pas forcément d'utiliser ChatGPT ou n'importe quelle IA pour, développer son contenu et cetera et cetera. OK. Ouais, parce que tu vois, je trouve que ChatGPT, c'est un bon moyen pour, trouver des idées et cetera, même, pour n'importe quoi, tu vois? Moi, j'étais en train de planifier un voyage, bah, en fait, je mets de ChatGPT. Je pense que tout le monde fait ça, en fait, au final de nos jours. Mais c'est vrai que pour ce qui est des visuels, encore une fois, je pense qu'il y a des meilleures IA. Après, je m'y connais pas trop en IA, donc voilà, me tombez pas dessus en commentaire. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'IA, qui peuvent t'aider pour tes visuels et cetera, mais une bonne photo de toi ou une bonne vidéo que tu as tournée, toi-même, que tu as fait ton montage et cetera, ça va forcément faire la différence par rapport à un visuel un peu que tu as trouvé sur ChatGPT. Tu as demandé: «Fais-moi un visuel pour tel sujet», ce genre de choses. C'est vrai que le but, c'est de se différencier, donc pas de faire ce que tout le monde peut faire facilement, en fait. Toi, tu en penses quoi, de Bali en général? Parce que je reviens sur le sujet de Bali parce que ça me vient en tête, mais tu en penses quoi de Bali en général par rapport aux autres endroits que tu as fait pour vivre? Heu, Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de pollution et cetera, beaucoup de trafic. Qu'est-ce que tu en penses? Alors honnêtement, mon avis tranché là-dessus, Bali, c'est surcoté. Pourquoi? Parce que, alors oui, pour faire des rencontres, donc ça va être super, notamment vers Canggu, on va rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, donc ça, c'est super, je l'entends. Par contre, c'est une île finalement qui est surpeuplée, surtout dans les endroits comme ça. Oui, quand on part vers le nord, il y a pas grand-chose, mais forcément, il y a pas de gros villages et cetera. Mais quand on reste sur le sud, que ce soit Uluwatu, Canggu et cetera, même Kuta, c'est très bien, mais c'est surpeuplé, heu, malheureusement, c'est sale. Oui, c'est vrai.
Ça malheureusement, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, même en faisant des efforts et cetera, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de monde aussi, c'est logique. Beaucoup de personnes ne respectent pas aussi, le les lieux. Hem, donc pour toutes ces raisons-là, c'est surcoté. Par contre, ce qui est très bien, oui, il y a des très beaux paysages, je l'entends, tu peux faire des rencontres. Tu peux vivre pour pas trop cher, mais honnêtement, tu peux partir en Thaïlande, par exemple, où, ce sera bien moins cher que Bali, plus agréable, il y aura moins de monde, pardon, que ce soit sur la plage, dans les restaurants et cetera, et tu pourras rencontrer tout autant d'entrepreneurs. Je prends l'exemple de Koh Samui, par exemple, c'est pour moi l'exemple parfait, pour comparer avec Bali. OK. Du coup, tu penses que c'est plus intéressant, par exemple, d'aller vivre à Koh Samui que d'être à Bali? Parce que c'est vrai que, moi, par exemple, du coup, j'ai fait que «Bali» entre guillemets en ville, où j'ai rencontré des entrepreneurs. C'est vrai que j'ai fait Kuala Lumpur aussi en Malaisie. Mais c'est vrai que Bali, en fait, tu te dis: «C'est une île et cetera, ça va être vraiment le paradis qu'on voit sur les réseaux». Mais en réalité, c'est pas ça. Enfin, tu vois, tu prends ton scooter, tu es tout le temps dans les bouchons, tu te prends des fumées tout le temps, il y a du bruit non-stop, c'est un peu dégueu aussi. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on te montre sur les réseaux. Donc c'est vrai qu'en fait, ça fait rêver pas mal de monde et c'est cool pour le lifestyle parce que tu vis pour pas cher. Tu peux te faire masser pour, 6 €, tu vois? Bien sûr. Donc ça, c'est cool. Mais je pense qu'il y a des meilleurs endroits où vivre en Asie, comme par exemple Koh Samui. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait la différence pour toi, à Koh Samui, par exemple? Bah, beaucoup moins de monde, donc déjà, ça c'est agréable. Un côté un petit peu plus authentique. Là, on sent qu'aujourd'hui, en tout cas, à Bali, beaucoup de business, beaucoup de bars, beaucoup de restaurants vivent uniquement pour les internationaux, notamment beaucoup les Australiens, parce qu'il faut pas oublier qu'on est à côté de l'Australie. Les Australiens partent beaucoup en vacances et quand ils partent en vacances, ils partent à Bali. C'est l'île qui est juste à côté. Là où Koh Samui, bah, finalement, c'est un petit peu plus haut. On n'a pas tout un continent, donc l'Australie qui vient ici en vacances. Par contre, oui, on a les Européens qui viennent, mais la Thaïlande, il y a énormément d'îles finalement. C'est pas comme Bali. Bali, il y a énormément de personnes qui viennent, ça savent même pas que c'est en Indonésie, finalement. C'est ça, c'est clair, C'est c'est fou c'est ç c'est la ça, différence. c'est fou par contre. C'est la différence. Donc, oui, moi en tout cas, je préfère largement Koh Samui, c'est quelque chose de plus agréable à vivre, plus vrai, j'ai envie de dire. En termes de budget, on est à peu près sur le même, tarif de vie, moyenne. On a des très beaux endroits également. Il y aura pas forcément les mêmes condos qu'on a ici, par exemple, mais on a des très, très belles villas avec piscine, des espaces de coworking à foison, de co-living, et cetera, et cetera. Donc je pense que c'est une bonne alternative quand on a été un peu déçu par Bali. OK. Faudrait que je teste. Parce que tu vois, c'est vrai que, après Bali, forcément, c'est pas juste Canggu, Uluwatu, Kuta. Mais c'est vrai que c'est un très bon endroit pour rencontrer du monde, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Et par contre, en vrai de vrai, niveau lifestyle, par exemple, si tu cherches des plages paradisiaques, bah, c'est pas du tout là où faut aller, quoi. Tu es pas du tout au bon endroit. Mais, et du coup, par exemple, toi, est-ce que tu es déjà allé à Dubaï aussi? Et qu'est-ce que tu penses de vivre, par exemple, dans une grosse ville ou plus dans un endroit «chill» entre guillemets comme Koh Samui? Alors moi, honnêtement, je suis pas encore allé à Dubaï. Par contre, c'est quelque chose qui semble intéressant. Pourquoi? Parce que pour faire simple, moi, je suis parti un petit peu de la France. Pourquoi? Pour vivre, bien sûr, dans des villes un petit peu plus agréables. Moi, je viens de Marseille. Pour partir de cette insécurité, parce que ça, c'est quelque chose, qui revient beaucoup, surtout, bah, à Marseille. Il y a pas mal d'insécurité. Je suis en couple, donc ma copine, quand elle sort le soir, ne serait-ce qu'avec d'autres copines, manger un bout et cetera, j'ai besoin de sentir que, bah, elle est en sécurité, d'être tranquille, de bien manger, de profiter aussi, de mon lifestyle. Parce que même si tu gagnes 4, 5, 6 ou même 10 000 € par mois, derrière, est-ce que tu as envie d'en dépenser 4 ou 5 pour avoir le même lifestyle en France? Pas forcément. Donc ça a été, une des décisions, de pourquoi je suis parti finalement. Donc pour revenir à Dubaï, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, mais il faut avoir un lifestyle, je pense, plus élevé. Il faut avoir une sécurité d'au moins 10 à 15 K par mois, histoire d'être tranquille, de vivre dans un bel endroit, de pouvoir sortir et se faire plaisir et d'économiser sur le côté. Parce que c'est bien beau de gagner 10 K, mais si tu dépenses 10 K, c'est toujours pareil, ça sert à rien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Moi, tu vois, par exemple, j'ai vécu, bon, c'est pas Dubaï, hein, c'est pas les mêmes prix. J'ai vécu à Shanghai et pareil, à Kuala Lumpur en Malaisie et en fait, la différence, c'est que du coup, les prix sont beaucoup plus bas. À Shanghai aussi, c'est pas si cher que ça, à part pour les logements, c'est assez cher les logements à Shanghai, mais sinon, c'est pas si cher que ça. Mais il est vrai que forcément, quand tu vis dans une grosse ville, tu as peut-être tendance à pouvoir rencontrer plus de monde, mais à dépenser plus aussi, parce que c'est pas les mêmes, forcément, c'est pas les mêmes prix non plus. Quoique Kuala Lumpur, ça reste pareil que je pense que la Thaïlande ou Bali. Mais il est vrai que je pense que Dubaï, c'est vraiment l'endroit
si tu veux rencontrer vraiment des gens qui sont successful, forcément tu faut aller là-bas. Après, il faut aimer un peu une ville qui est assez récente, sinon c'est depuis pas très longtemps. Mais c'est vrai que tu vois, moi, actuellement, je pense que je préférerais vivre dans un endroit comme en Thaïlande, à Koh Samui et cetera, que dans une grosse ville. Parce que forcément quand tu as la plage et cetera, il juste un jour off, un dimanche ou un week-end quand tu moins de taf, tu vas à la plage. Alors qu'à Dubaï, bon, bah, tu es dans une grosse ville. Bon, il y a la plage aussi et cetera, mais voilà. Je pense par exemple, je prends l'exemple de Kuala Lumpur où en fait, tu pas forcément la plage, où tu dois faire des heures de route et cetera. C'est plus compliqué. Du coup, selon toi, je reviens un peu sur le côté business. Qu'est-ce que tu penses qui fait vendre sur les réseaux? Alors, plusieurs choses. Ça va être déjà, la valeur que tu vas donner, donc la valeur ajoutée dans tout ton contenu. Ça va être super important pour attirer des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes et pour montrer en tout cas ton autorité. Et ce qui va être également important, ça va être du contenu tofu, top of funnel. Donc ça, en fait, ça va être du contenu où tu vas parler un petit peu à tout le monde, ça va faire beaucoup de vues, même si c'est juste 100 000, c'est déjà pas mal, mais c'est pour faire rentrer du monde dans ton écosystème. Ça va 1000 vues quand quand même même, c'est pas pas mal mal ça, ça 1000 1000 vues. vues. Ouais, mais Après sur Instagram, voilà, c'est tout est relatif. c'est ça. C'est ça, sur Instagram, tu peux faire du 100 000 vues et avoir 0 abonné ou 10 abonnés grâce à ça. Mais ce qu'il faut, c'est te faire connaître grâce à ce contenu tofu pour après exprimer ton autorité sur du contenu un petit peu plus engageant où tu vas avoir en tout cas moins de vues et les convertir en lead, en client à ce moment-là. OK. Et du coup, toi, par exemple, si tu avais un conseil à me donner, sur le contenu Instagram, ce serait quoi, par exemple, comme type de contenu qui convertirait ma cible? Je pense, comme je t'ai dit, il y a pas de type de contenu vraiment, dédié pour convertir ta cible. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne stratégie d'optimisation, donc tofu, mofu, bofu. Ce qu'il va falloir, c'est faire du contenu top of funnel, comme je te l'ai dit, où tu vas parler vraiment à tout le monde de manière globale. Il faut que ça représente à peu près 20 à 30 de ton contenu. D'accord? Donc sur 10 posts, tu vas en avoir 2 à 3 comme ça. Le reste, ça va représenter 60, donc du mot fou où tu vas exprimer ton autorité et asseoir un petit peu toutes tes compétences. Et à la fin, ton contenu beau fou, c'est là où tu vas vraiment convertir, expliquer qui tu accompagnes, les résultats que tu as eus et dire que tu as une de 5 places encore de disponibles, tout simplement. Alors toi, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour me lancer sur LinkedIn? Bah, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de coachs Instagram sur LinkedIn, dans ton style. Et du coup, si je devais donner un conseil pour se lancer, je pense que déjà la première chose, c'est de donner de la valeur au maximum. Première chose, je pense qu'on est d'accord là-dessus, du tofu, tu donnes de la valeur, donc tu vas te rendre visible déjà sur ton expertise. Après, le but, c'est pas d'essayer de ressembler à tout le monde, c'est d'essayer de le faire à ta sauce. Plus tu vas donner de valeur, plus tu vas l'apporter à ta manière, plus les gens vont te suivre. Une fois que les gens commencent à te suivre, là, tu vas faire beaucoup de storytelling. Ce qui marche très bien sur LinkedIn, c'est du storytelling, donc raconter, bah, comment tu galères, un peu comme du building public, mais raconter ce qui se passe dans ta vie, quel client tu signé, quel client tu pas signé et cetera, les hauts, les bas. En fait, quand tu vas parler de tes échecs, bah, ça va te rapprocher pas mal de ton audience et ça marche très, très bien. Et le troisième point, forcément, c'est des posts qui vont être un peu plus axés vente, donc du cas client, du résultat client et forcément, bah, tout ça, ça fait que plus tu as de preuves sociales que tu montres, plus forcément les gens vont venir vers toi vu que si tu montres que tous tes clients, ils réussissent, bah, forcément, c'est logique, tu as envie de faire partie de ce game-là donc voilà, globalement. Et ben écoute, merci pour ce podcast, c'était vraiment très sympa de Ouais. discuter tout ça avec toi. J'espère que vous avez kiffé, on en refera d'autres sûrement, je pense, si jamais on se recroise Mathis ou même avec d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner et à nos comptes, je mettrai, de toute façon en description et toi aussi tu mettras nos Instagram, LinkedIn, tous les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.